Bonjour, je m'appelle Thomas Mercier, j'ai 28 ans. Je vis dans un petit appartement du 11e arrondissement de Paris et je travaille comme assistant de direction dans une entreprise de conseil en stratégie près de la Défense. Rien d'extraordinaire mais un travail correct. Je paie mon loyer, je prends le métro tous les matins, je ne me plains pas trop. Je ne suis ni riche ni pauvre, juste un type normal qui essaie de construire quelque chose. J'ai eu des relations, bien sûr, mais rien qui ait duré. Peut-être que je ne suis pas le genre d'homme qui s'ouvre facilement, ou peut-être que je n'ai simplement pas encore rencontré la bonne personne. En tout cas, je ne suis pas pressé. J'ai appris à apprécier ce que j'ai. Des week-ends tranquilles où je lis, où je cuisine, où j'écoute du jazz dans mon salon minuscule. Ce genre de vie. Cette histoire a commencé un jeudi soir ordinaire. Il était presque 20 heures et je finissais un rapport que ma patronne, Isabelle Moreau, devait présenter le lendemain matin. Isabelle est la directrice générale de notre entreprise. Elle a 42 ans, elle est élégante, brillante, et elle a cette réputation d'être froide comme le marbre. Depuis que je travaille pour elle, il y a 3 ans maintenant, nos interactions ont toujours été strictement professionnelles. Des hochements de tête courts, des conversations précises, des regards parfois désapprobateurs quand je tardais à lui apporter son café. Nous parlions rarement en dehors du travail, et même au bureau, sa communication était toujours mesurée, distante. Dire qu'il y avait un fossé entre nous serait un euphémisme. Il y avait un canyon entier de différences qui séparait nos vies et nos personnalités. Elle était la patronne, moi l'assistant. Elle vivait dans un appartement haussmannien du 7e, moi dans 35 mètres carrés sous les toits. Elle conduisait une Audi noire. Je prenais le métro ligne 9. Ce soir-là, quand j'ai enfin terminé le rapport et que je l'ai déposé sur son bureau, elle a levé les yeux de son ordinateur. Pour la première fois depuis longtemps, elle m'a vraiment regardé. Pas ce regard rapide qu'elle me lançait d'habitude, mais un vrai regard, comme si elle me voyait pour la première fois. « Il est tard », a-t-elle dit simplement. Sa voix était différente, plus douce. « Vous habitez où déjà ? » « République » ai-je répondu, surpris qu'elle me pose la question. « Pas loin du métro. » Elle a hoché la tête, a fermé son ordinateur. « Je vous ramène. Je passe par là de toute façon. » J'ai hésité. L'idée de monter dans sa voiture me semblait étrange, presque inappropriée. Mais elle se levait déjà, enfilait son manteau Burberry, prenait ses clés. Je l'ai suivie jusqu'au parking souterrain. Sa voiture sentait le cuir et un parfum subtil que je ne connaissais pas. Quelque chose de floral et de coûteux. Elle a mis la radio sur France Musique, du piano classique en sourdine. Nous avons roulé en silence pendant un moment, le long des boulevards illuminés, puis vers Bastille. « Vous travaillez bien, Thomas », a-t-elle dit soudainement. Je ne vous le dis pas assez. Je ne savais pas quoi répondre. Un compliment d'Isabelle Moreau était aussi rare qu'une éclipse solaire. « Merci », ai-je murmuré. Quand elle s'est garée devant mon immeuble, j'ai ouvert la portière, prêt à descendre. Puis elle a éteint le moteur. Le silence est devenu pesant. Elle regardait droit devant elle, ses mains toujours sur le volant. « Thomas », a-t-elle dit enfin, sa voix à peine audible. « Je peux monter avec vous ?» Mon cœur a fait un bond. J'ai cru avoir mal entendu. « Pardon ?» Elle s'est tournée vers moi. Dans la lumière tamisée du réverbère, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De la vulnérabilité, de l'incertitude, de la solitude. Je sais que c'est étrange, a-t-elle continué rapidement. Mais je ne veux pas rentrer chez moi ce soir, pas tout de suite. Mon appartement est vide et silencieux et parfois, elle s'est arrêtée, a détourné le regard. Parfois c'est insupportable. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais j'ai senti que ce n'était pas le moment de poser des questions. D'accord, ai-je dit simplement. Montez. Mon appartement était un désordre organisé. Des livres empilés partout, une cuisine minuscule mais propre, un canapé qui avait connu des jours meilleurs. Isabelle a regardé autour d'elle sans dire un mot, puis s'est assise sur le canapé. Elle a enlevé ses talons hauts, a replié ses jambes sous elle. Dans son tailleur Chanel et mon petit salon éclairé par une lampe Ikea, elle semblait venir d'une autre planète. « Je peux vous offrir quelque chose ?» ai-je demandé, me sentant étrangement nerveux. « Du thé ? Du vin ? Du vin, s'il vous plaît. » J'ai sorti une bouteille de Bordeaux que je gardais pour les grandes occasions, 2 verres dépareillés. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, ne sachant pas vraiment quelle distance maintenir. Elle a bu une gorgée, a fermé les yeux un moment. « Vous devez vous demander ce que je fais ici. »« Un peu, » ai-je admis. Elle a souri, un petit sourire triste. Moi aussi, pour être honnête. Elle a posé son verre sur la table basse. J'étais marié, vous savez, pendant 12 ans. Mon ex-mari était avocat, très ambitieux comme moi. Nous avons construit nos carrières ensemble. Mais quelque part en chemin, nous avons oublié de construire notre mariage. Il y a 2 ans, il est parti avec une de ses stagiaires. Elle avait 26 ans. Je ne savais pas quoi dire.
Isabelle Moreau, la femme de glace, me parlait de son divorce dans mon salon minable. Depuis, je me suis jetée dans le travail, a-t-elle continué. C'est plus facile. Le travail ne vous déçoit pas, ne vous trahit pas. Mais parfois, le soir, elle a regardé par la fenêtre. Le soir, je rentre chez moi et je me rends compte que je n'ai personne à qui parler. Pas vraiment. J'ai des collègues, des connaissances, mais pas d'amis. J'ai tout sacrifié pour réussir et maintenant je me demande si ça en valait la peine. Je suis désolé, ai-je dit doucement. Elle a secoué la tête. Ne soyez pas désolé. C'est mon choix qui m'a mené ici. Je voulais juste... Elle a hésité. Je voulais juste être quelque part où je n'ai pas à faire semblant. Où je peux être juste Isabelle. Pas Madame Moreau, la directrice générale. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là. Elle m'a raconté son enfance à Lyon. Sa relation difficile avec son père qui ne voulait pas qu'elle fasse des études supérieures. Sa première entreprise qui avait fait faillite avant qu'elle ne réussisse avec celle-ci. Je lui ai parlé de ma mère que j'avais perdue quand j'avais 18 ans, de mon père avec qui je ne parlais plus vraiment, de mes propres doutes sur ce que je faisais de ma vie. Vers minuit, elle a bâillé, s'est excusée. Je devrais y aller. Vous pouvez rester, ai-je dit avant de réfléchir. Je veux dire, il est tard. Vous pouvez prendre le lit, je dormirai sur le canapé. Elle m'a regardé longuement. Vous êtes sûre? Oui, elle a accepté. Je lui ai prêté un t-shirt et elle s'est enfermée dans ma chambre. Je me suis installé sur le canapé avec une couverture, mais je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à cette femme que je croyais connaître et qui se révélait être quelqu'un de complètement différent. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café. Isabelle était dans ma cuisine, habillée de son tailleur de la veille, cheveux attachés. Elle avait l'air plus reposée que je ne l'avais jamais vue. « J'ai trouvé votre cafetière », a-t-elle dit avec un sourire timide. « J'espère que ça ne vous dérange pas. » Pas du tout. Nous avons bu notre café debout dans la cuisine, sans parler beaucoup. Puis elle a vérifié l'heure sur son téléphone. Je devrais y aller. Réunion à 9h. À la porte, elle s'est retournée. Thomas, merci. Pour hier soir. Pour ne pas avoir posé de questions. Quand vous voulez, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Elle a hoché la tête, puis elle est partie. Dans le métro ce matin-là, je me suis demandé si j'avais rêvé toute cette soirée. Mais au bureau, quand nos regards se sont croisés, elle m'a fait un petit sourire, presque imperceptible, mais il était là. Rien n'a changé immédiatement au bureau. Isabelle restait la patronne, je restais l'assistant, mais quelque chose de subtil avait changé entre nous. Elle me demandait plus souvent mon avis. Elle s'attardait parfois près de mon bureau pour discuter d'autre chose que le travail. Rien d'inapproprié, juste des moments de conversation normale qu'on n'avait jamais eus avant. 2 semaines plus tard, un vendredi soir, elle m'a de nouveau proposé de me ramener. Cette fois, je n'ai pas hésité. Dans la voiture, elle a dit « J'ai acheté du vin, un bon Bordeaux, pas la piquette que vous gardez chez vous. » J'ai ri. « Mon vin n'est pas de la piquette. »« Si, il l'est, » a-t-elle dit avec un sourire. « Faites-moi confiance, je m'y connais. » Ce soir-là, nous avons commandé des sushis, bu son bon vin et regardé un vieux film français sur mon ordinateur portable. Elle a enlevé sa veste, détaché ses cheveux. Je commençais à connaître cette version d'elle, celle qui existait en dehors du bureau. Elle était drôle, un peu sarcastique, curieuse. Elle posait 1000 questions sur ce que je lisais, sur la musique que j'écoutais, sur pourquoi j'avais choisi ce métier. Je n'ai pas vraiment choisi, ai-je admis. C'est arrivé. Après la mort de ma mère, j'ai pris le premier boulot que j'ai trouvé, et je suis resté. Vous voulez faire autre chose? J'ai haussé les épaules. Parfois, je pense que j'aimerais écrire, ou enseigner, mais c'est trop tard maintenant. Vous avez 28 ans, Thomas. Ce n'est pas trop tard. Elle a dit ça avec une telle conviction que j'y ai presque cru. Les vendredis soirs sont devenus notre rituel. Elle me ramenait, elle montait, nous parlions jusqu'à tard. Parfois, elle restait dormir, parfois elle repartait vers minuit. Nous ne parlions jamais de ce que c'était cette chose entre nous. Ça n'avait pas de nom, pas de définition. C'était juste nécessaire pour nous deux. Un soir de juin, après un mois de ces vendredis, nous étions assis sur mon petit balcon, regardant le coucher de soleil sur les toits de Paris. Elle portait une robe d'été, les pieds nus. Je ne l'avais jamais vue aussi détendue. « Vous savez ce qui me manque le plus depuis mon divorce ?» a-t-elle dit soudainement. « Ce n'est pas le sexe ni même la compagnie constante. C'est juste être vue, vraiment vue par quelqu'un. Pas la façade professionnelle, pas le personnage que je joue, juste moi. Je vous vois, ai-je dit doucement. Elle s'est tournée vers moi. Je sais, c'est pour ça que je continue à revenir. Quelque chose a changé dans l'air entre nous. Elle s'est penchée légèrement, et j'ai fait de même. Et soudain nos lèvres se touchaient. Le baiser était doux, hésitant, comme si nous testions tous les deux une idée dangereuse.
Quand nous nous sommes séparés, elle a murmuré, « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi non plus. Je suis votre patronne. Vous êtes plus jeune que moi. Les gens vont parler. Je sais. » Elle m'a regardé intensément. Mais je ne veux pas arrêter. Moi non plus. Cette nuit-là, elle est restée. Vraiment restée. Nous n'avons pas dormi beaucoup, mais quand nous l'avons fait, c'était dans les bras l'un de l'autre dans mon petit lit qui semblait soudain parfait. Le lendemain matin, le samedi, elle n'est pas partie. Nous sommes restés au lit jusqu'à midi, puis nous avons préparé le petit déjeuner ensemble dans ma cuisine minuscule. Elle portait mon t-shirt, les cheveux en désordre, pas de maquillage. Elle était magnifique. « On devrait sortir », a-t-elle dit, « faire quelque chose de normal, comme des gens normaux. Les gens normaux ne sortent pas avec leur patronne. » Elle a ri. « Arrêtez de m'appeler votre patronne quand nous sommes ici. » Nous avons marché jusqu'au marais, main dans la main. C'était étrange et libérateur à la fois. Personne ne nous connaissait ici. Nous étions juste un couple parmi d'autres. Nous avons flâné dans les petites boutiques, pris un café en terrasse, acheté des livres chez Gibert. J'avais oublié comment c'était, a-t-elle dit alors que nous marchions le long de la Seine. Juste, exister. Sans planning, sans réunion, sans obligation. Vous travaillez trop. Je sais. C'était ma façon de ne pas penser à ma vie vide. Elle a serré ma main. Mais maintenant, je ne sais plus si je veux travailler autant. Les semaines suivantes ont été comme une bulle hors du temps. Au bureau, nous maintenions notre professionnalisme. Personne ne se doutait de rien. Mais les soirs et les week-ends, nous étions inséparables. Elle m'emmenait dans des restaurants que je n'aurais jamais pu me payer. Je l'emmenais dans des petits bistrots du 20e qu'elle n'aurait jamais découverts seule. Nous parlions de tout. De ses regrets de ne pas avoir eu d'enfant, de mon envie secrète d'écrire un roman, de ses parents vieillissants à Lyon qu'elle ne voyait pas assez, de mes peurs de ne jamais faire quelque chose d'important de ma vie. « Vous savez ce que j'aime chez vous, Thomas ?» m'a-t-elle dit un soir. « Vous ne me jugez pas. Vous ne voulez rien de moi à part juste moi. » C'était vrai. Je ne voulais pas son argent, pas sa position. Je voulais juste ces moments où elle riait de mes blagues stupides, où elle s'endormait sur mon épaule pendant un film, où elle me racontait ses journées difficiles et me demandait conseil. Mais notre bulle ne pouvait pas durer éternellement. Un lundi matin, 3 mois après cette première soirée, nous sommes arrivés au bureau séparément comme d'habitude. Mais quelque chose était différent. Je le sentais dans l'air, dans les regards des collègues. À midi, j'ai compris, quelqu'un nous avait vus. Le week-end dernier, quand nous nous promenions à Saint-Germain-des-Prés, quelqu'un du bureau. Les rumeurs se sont répandues comme un incendie. Le jeune assistant et la directrice générale. L'arriviste qui couche avec la patronne pour grimper les échelons. La femme d'âge mûr qui se ridiculise avec un homme plus jeune. Isabelle m'a convoqué dans son bureau. Quand j'ai fermé la porte, elle était debout près de la fenêtre, dos à moi. Sa posture était rigide, tendue. « Tout le monde est au courant », a-t-elle dit sans se retourner. « Je sais. Le conseil d'administration m'a demandé des explications. Ils disent que c'est inapproprié, qu'il pourrait y avoir des accusations de harcèlement, de favoritisme. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Elle s'est enfin retournée. Son visage était fermé, professionnel. La femme que j'avais connue ces derniers mois avait disparu, remplacée par la directrice générale glaciale. Je leur ai dit que c'était une rumeur sans fondement, que notre relation était strictement professionnelle. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Quoi ? C'est la seule solution, Thomas. Si nous confirmons, je perds toute crédibilité. Vous êtes étiqueté comme quelqu'un qui couche pour avancer. Nous perdons tous les deux. Donc vous mentez. Vous niez tout. C'est plus compliqué que ça. Non, ai-je dit, ma voix montant malgré moi. Ce n'est pas compliqué. C'est juste lâche. Elle a tressailli, mais son masque est resté en place. Je vous demande de faire de même, de nier si on vous pose des questions, pour nous protéger tous les deux. Je l'ai regardée longuement, cette femme que j'avais appris à connaître, à apprécier, peut-être même à aimer. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit finalement. Je ne vais pas mentir sur ce que nous sommes. Thomas. Non, Isabelle. Si vous avez honte de moi, de nous, alors peut-être que nous ne devrions effectivement rien être. Je suis sorti de son bureau. Dans les jours qui ont suivi, elle m'a évité. Au bureau, elle ne me regardait même plus. Les vendredis, elle ne m'a pas proposé de raccompagnement. Mon téléphone restait silencieux. J'ai commencé à chercher un autre emploi. Je ne pouvais pas rester là à la voir tous les jours, à savoir ce que nous aurions pu être si elle avait eu le courage de l'assumer. 2 semaines plus tard, tard un soir, alors que je faisais mes cartons dans mon bureau, prêt à donner ma démission le lendemain, j'ai entendu un coup à la porte. Isabelle était là, encore en tailleur, mais les yeux rouges. Elle avait pleuré. « Ne partez pas », a-t-elle dit d'une voix brisée. « Je ne peux pas rester, Isabelle. Pas comme ça. Je sais, j'ai été lâche. J'ai eu peur.
Elle est entrée, a fermé la porte derrière elle. Toute ma vie, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai étudié ce que mon père voulait, j'ai épousé l'homme qu'il fallait, j'ai construit la carrière parfaite, et j'ai été malheureuse. Seule, vide, elle s'est approchée de moi. Puis vous êtes arrivé. Vous, avec votre appartement minuscule, et vos livres partout et votre façon de me regarder comme si j'étais juste une personne, pas un titre. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante, et ça m'a terrifiée. Isabelle, laissez-moi finir, a-t-elle dit. J'ai passé ces 2 dernières semaines à me convaincre que vous abandonner était la chose rationnelle à faire, que notre différence d'âge, nos positions, tout cela rendait notre relation impossible. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est me rendre compte à quel point ma vie était redevenue vide sans vous. Elle a pris mes mains. Aujourd'hui, j'ai démissionné. Quoi? J'ai donné ma démission au conseil d'administration, effective dans 3 mois. J'ai 42 ans, Thomas. J'ai assez d'argent. Je peux faire autre chose. Quelque chose qui me rend heureuse. Quelqu'un qui me rend heureuse. J'ai secoué la tête, abasourdi. Vous ne pouvez pas démissionner à cause de moi. Je ne le fais pas à cause de vous. Je le fais pour moi, parce que je mérite d'être heureuse. Nous méritons d'être heureux. Elle a levé les yeux vers moi. Si vous voulez toujours de moi, bien sûr, je l'ai attiré contre moi, l'ai serré fort. Évidemment que je veux de vous. Elle a ri et pleuré en même temps. Les gens vont parler. Ils vont dire que vous avez détruit ma carrière, que je suis une folle. Je m'en fiche. Moi aussi. Elle s'est écartée, m'a regardé dans les yeux. Je veux qu'on soit ensemble. Vraiment ensemble. Plus de secrets, plus de mensonges. Je veux vous présenter à mes parents. Je veux que vous rencontriez mes amis, les vrais. Je veux construire quelque chose de réel avec vous. Moi aussi. Même si je ne suis plus votre patronne impressionnante avec son bureau au dernier étage, j'ai souri. Surtout si vous n'êtes plus ma patronne impressionnante. J'ai toujours préféré la femme qui vole mon t-shirt et met ses pieds sur ma table basse. Elle a ri, ce rire libre que j'aimais tant. D'accord, alors faisons ça, vraiment. Nous sommes sortis du bureau ce soir-là, main dans la main. Je savais que les 3 prochains mois seraient difficiles, que les ragots iraient bon train, que certaines personnes ne comprendraient jamais. Mais je savais aussi que j'avais trouvé quelque chose de rare, quelqu'un qui me voyait vraiment, qui voulait être vu par moi. Dans le métro qui nous ramenait chez moi, Isabelle appuyée contre mon épaule, j'ai pensé à toutes les petites décisions qui nous avaient emmenés là. Sa proposition de me ramener ce premier soir, ma décision de la laisser monter, son courage de se montrer vulnérable, le mien de ne pas mentir. À quoi tu penses? A-t-elle demandé doucement. À nous, à comment tout a commencé avec une simple question. Je peux monter avec vous? Elle a souri. La meilleure question que j'ai jamais posée. La meilleure réponse que j'ai jamais donnée. 6 mois plus tard, Isabelle a quitté l'entreprise. Elle a ouvert une petite librairie dans le Marais, quelque chose qu'elle avait toujours rêvé de faire. Je l'ai rejointe, abandonnant mon poste d'assistant pour devenir libraire avec elle. Nous gagnons beaucoup moins d'argent qu'avant, mais nous sommes heureux. Les gens parlent encore, bien sûr. Dans notre ancien cercle professionnel, certains pensent qu'elle a perdu la tête, qu'elle a gâché sa carrière pour un homme plus jeune. D'autres pensent que je suis un opportuniste. Nous avons appris à nous en ficher. Parce que le soir, quand nous fermons la librairie, quand nous rentrons dans l'appartement que nous avons acheté ensemble, un peu plus grand que mon studio mais pas trop, avec juste assez d'espace pour nos livres et notre vie simple, je sais que nous avons fait le bon choix. Isabelle est allongée sur le canapé, pieds nus, cheveux détachés, lisant un roman. Elle lève les yeux quand j'entre, me sourit. Ce sourire qui est juste pour moi qui dit « Je te vois, je te connais, je t'aime ». Et je pense à cet homme que j'étais il y a 1 an, qui se contentait d'exister, qui pensait que sa vie serait toujours ainsi. Je pense à cette femme brillante et glaciale, qui me demandait du café sans me regarder vraiment. Et je me dis que parfois, le bonheur arrive avec une question simple posée au bon moment. Je peux monter avec vous? Ma réponse sera toujours oui.